Europe 1. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée de la Somme pour Picardie Debout. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Ruffin. Bonjour. Depuis ce matin, déjà, des premiers blocages de routiers apparaissent en prévision de la journée demain. Qu'est-ce que vous attendez du 7 mars et de la suite? Que voulez-vous qu'il advienne? C'est-à-dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme. 9 salariés sur 10. On a tous les syndicats unis qui disent non. On a 1, 2, 3 manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme. Apparemment, tout ça, le président Macron, Elisabeth Borne ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, on en est là, parce qu'on aurait souhaité ne pas en arriver là. Malheureusement, on en est là. Qu'est-ce que Mme Borne va écouter? Qu'est-ce que M. Macron va écouter? Je pense que si c'est le patron d'Amazon qui a un siège, un site à Boves, près de chez moi, si c'est le patron de Procter & Gamble, si c'est le patron de Dunlop qui prennent leur téléphone et qui disent « Écoutez, monsieur Macron, il y en a marre, arrêtez vos bêtises, remettez la France au travail et qu'on produise ensemble », eh bien, je pense que monsieur Macron, malheureusement, aujourd'hui, il est plus à même d'écouter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à qui il a remis la Légion d'honneur, que d'écouter les Français qui travaillent. Et quelle est cette France aujourd'hui? Eh bien justement, parce que vous serez aux côtés d'elle, François Ruffin, demain, dans la Somme, dans les ronds-points, comme vous le faites à chaque mobilisation. Quelle est cette France, justement, que vous voyez? Je sais qui sera là sur les ronds-points. Enfin, je me souviens, le 19 janvier, il y avait une aide-soignante qui manifestait pour la première fois en 33 ans et qui était sur le rond-point dès 4h du matin pour distribuer des tracts. Parce qu'elle se disait, bon sang, à 53 ans, moi je suis sous morphine quand je vais au travail parce que j'ai mal dans mon corps. Et puis les ouvriers de Dunlop, c'est pareil, qui se lèvent à 4h du matin, qui inversent le jour et la nuit, pour qui c'est bien compliqué, se demandent comment ils vont prendre 2 années de plus. Vous savez, moi je suis avec mon petit simulateur sur mon téléphone portable, je croise une femme de ménage qui a 53 ans, qui a mal au dos, qui a des problèmes d'un doigt qui a été sectionné par une porte et ainsi de suite. Donc déjà, son corps il est un peu endolori. Je prends mon simulateur, et à la place de partir à 62 ans, ça 63 ans et 3 mois. Et donc c'est 1 an et 3 mois de douleur en plus, si jamais elle parvient à atteindre cet âge-là. Je dis, moi, la France qui manifeste là, c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui va au boulot, c'est une France qui prend son auto, et c'est une France qui a mal au dos. Cette France-là, je pense qu'elle mérite le respect. Et demain, pour moi, au-delà de la demande sur les retraites, il y a les demandes sur les salaires aussi. Voilà. C'était ma question. Mais oui. il y a une demande de fierté. Vous savez, c'est une work pride aussi. C'est une marche de la fierté demain aussi. Pourquoi? Le président de la République est le président de ces Français-là. Qui méprise? Il y a une forme de mépris, selon vous, c'est ce que vous dites? On ne tient pas compte de cette dignité, justement? On marche sur une forme de fierté à travailler. C'est évident. Enfin, vous savez, ils ont la valeur travail dans les mots, mais ils l'écrasent tous les jours dans les faits. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cœur de la crise Covid, le président de la République, il promettait à cette deuxième ligne, reconnaissance et rémunération. Et il disait, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc il y avait des grandes promesses pour les agents d'entretien, les auxiliaires de vie, les camionneurs. Il y a eu 17 professions identifiées comme étant de la deuxième ligne, 5 millions de salariés dont on savait qu'ils étaient moins payés, qu'ils étaient plus précaires, qu'ils avaient des horaires instables, qu'il y avait tout ça qui allait pas, mais qu'ils avaient un grand sentiment d'utilité. 5 millions de travailleurs. Mais qu'est-ce qui a été fait pour eux? Rien. Au contraire, il y a eu une première peine. La première peine, c'est l'inflation. L'inflation qui est devenue rogner leur petit salaire, et on n'a pas décidé d'indexer leur salaire sur l'inflation. Donc ça, c'est la première peine. Avec là, on en parlera peut-être, mais quand 14% d'augmentation des produits de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, deuxième peine, c'est à eux les premiers, qui ont souvent commencé à travailler tôt, qu'on rajoute les 2 années de boulot supplémentaires. À la place d'avoir la reconnaissance et la rémunération, il y a la double peine pour cette France-là. Donc la valeur travail, c'est pas un truc qui se manipule dans les mots. C'est de la reconnaissance, c'est de la rémunération, et c'est pour moi, simplement, vous savez, je porte quelque chose de bon sens et de décence qui est très simple. De bon sens, vous employez le mot aussi? Oui, moi je comme suis... le président de la République, parce que chacun a son bon sens, François Ruffin. Lui, il a le bon sens du CAC 40. Moi, j'ai le bon sens des gens que je pouvais croiser demain et que je croise tous les jours. C'est quoi? C'est les Français doivent vivre de leur travail. Leur travail présent, c'est le salaire. Leur travail passé, c'est la retraite. C'est très, très important ce que vous dites avec cet attachement au travail. Mais alors, si on met la France à genoux, est-ce qu'on ne tire pas une balle, pardonnez-moi l'expression, dans le pied de cette France-là qui travaille, qui se lève tôt et qui a mal au dos? D'abord, moi, mon objectif, c'est de remettre la France debout. Et elle n'est pas debout sur plein de secteurs. Quand on a dans l'école des enseignants qui sont recrutés en job dating, quand on a un hôpital qui est en lambeaux, quand on a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, quand on a des centrales nucléaires où on manque de soudeurs pour les réparer, on voit très bien qu'on a aujourd'hui une France qui a besoin d'être remise debout. Et justement, qu'est-ce que c'était que la priorité du président de la République? Qu'est-ce que ça devait être sa grande ambition réformatrice? Ça devait être sur tout ça. Ça devait pas être sur aller rajouter 2 années de plus aux Français. Et donc là, quand même, pour remettre les gens face à leurs responsabilités, le gouvernement, il a eu des tas d'avertissements.
Il y a eu des avertissements avec des manifestations récurrentes, avec des syndicats qui tous unis lui ont dit non. Ça fait des mois et des mois que c'est clair. Donc tout le monde regrette qu'on doive en arriver là, mais maintenant, oui, il faut mettre la France à l'arrêt. Et le gouvernement vous oppose, François Ruffin, la légitimité démocratique évidemment d'un président et même la légitimité parlementaire. Si la réforme est adoptée demain au Parlement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera terminé ou alors le match ne sera pas plié? Vous savez, je dis que dans un temps où la France a été blessée par la crise Covid, derrière par la guerre en Ukraine, les factures d'énergie qui bondissent dans tous les sens, mais je veux dire aussi l'état démocratique du pays. On a un président qui a été réélu entraînant un peu la patte, quoi. Ça a été dur pour lui. Sans élan, sans panache. Derrière, on a une majorité de dracro à l'Assemblée nationale, très relative. Dans un coin comme le mien, la Somme, c'est pas un hasard si ça se bouge. Ils ont réussi à faire réélire qu'une députée sur 5. Sur 5 circonscriptions, il n'a qu'une députée. Et c'est sur cette base sociale extrêmement réduite qu'il aspire à venir passer une réforme contre le corps social, contre les 2/3 du corps social. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous décrire? Parce que là, vous nous décrivez un cocktail explosif, une réforme inflammable, un contexte social extrêmement fatigué, une crise démocratique ou de la représentativité, et pourtant un président qui avance avec sa réforme des retraites. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, je trouve qu'il y a là-dedans une certaine forme de folie. Il y a une certaine forme de folie. Donc on verra bien. Je souhaite que demain, ça soit très fort, que ça soit très fort très vite, que ça soit très fort très vite dans les jours qui viennent, pour qu'on en finisse le plus rapidement possible avec cette histoire et qu'on passe à autre chose. Mais c'est quoi en finir? Ça veut dire que ça doit être non au report de l'âge de 62 à 64 ans. Je veux dire, là, il y a une unanimité, vous savez, entre Laurent Berger, Philippe Martinez, tous les syndicats unis et tous les partis de gauche unis sont alignés là-dessus, parce que c'est extrêmement injuste de repousser de 2 ans de cette manière-là. Vous avez entendu ce qu'a dit, pardonnez, vous avez lu ce qu'a dit hier dans Le Parisien. Quelle a été votre réaction quand vous avez lu les propos du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a dit il n'y aura pas de perdants? D'abord, je veux dire, il faut lire les propos du Dussopt avec une forme d'humour. Quand il dit blanc, c'est noir. Quand il dit gauche, c'est droite. Vous voyez, il y a un problème de latéralisation, Olivier Dussopt. Donc, je veux dire, quand il dit il n'y aura pas de perdant, il suffit de sortir son simulateur devant n'importe quelle personne que vous croisez dans la rue. Il prend 1 an et 3 mois. Et bien souvent, en plus, il perd de la surcote. Il va perdre de la retraite sur le montant de sa retraite aussi. Oui, mais attendez, il ne compare pas, François Ruffin, on va lire entre les lignes de ce qu'il a dit, il ne compare pas avec l'effet de la réforme, avec la situation actuelle, mais avec une éventuelle baisse des pensions qui interviendrait pour compenser un déficit prévisionnel. Oui, d'accord, vous voyez, quand vous prenez des nœuds comme ça dans tous les sens, vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi, et c'est d'ailleurs ce que fait maintenant Olivier Dussopt depuis un paquet de temps. Donc il faut en revenir à des choses simples aujourd'hui, c'est que les gens qui vont être touchés par cette réforme-là, ce sont des gens qui font du travail pour le pays, qui réclament d'être respectés. Voilà ce qu'on doit venir leur apporter aujourd'hui. Ça fait 2 fois que vous parlez du mot respect, hein. Oui, je pense que c'est une question. Il y a une question matérielle sur les retraites et les salaires, mais il y a aussi une question spirituelle quasiment, qui est de respect des gens. Est-ce qu'on est l'élu de Jeff Bezos ou est-ce qu'on est l'élu des Français? Vous savez, je parle des salaires parce que l'effet de cette réforme-là, et là, c'est pas des nœuds dans tous les sens à la Olivier Dussopt, c'est un rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui dit ceci. Alors, c'est un langage technique, puis après je vous le traduis. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi en termes concrets? Ça veut dire qu'on sait que cette réforme-là, elle va amener 190 000 à 250 000 précaires de plus. C'est-à-dire des gens qui n'arriveront pas à 64 ans en travaillant, mais qui seront entre le chômage, le RSA, l'inaptitude, l'incapacité. Donc on évalue ça entre 190 000 et 250 000. De la précarité qui va faire quoi? Qui va y avoir plus de concurrence dans la main-d'œuvre, et donc ça va faire baisser les salaires. Et c'est chiffré. C'est chiffré, l'OFCE. Vous donnez ici un document de l'OFCE qui indique que la réforme des retraites va entraîner une perte dans les salaires et une précarisation. Précarisation, ça c'est prévu par le ministère du Travail, par le ministère des Solidarités. Tout le monde sait ça, d'accord? Que ça va produire de la précarité, notamment chez les personnes âgées. Mais là, les conséquences, c'est quoi? C'est moins 3%, c'est marqué ici, je peux vous en faire une copie à la sortie si vous voulez. Hein. C'est moins 3% sur 10 ans sur les salaires. Pourquoi? Parce qu'on met en concurrence les salariés entre eux, et de ce fait-là, on fait plonger les salaires. Et je veux dire que pour moi, c'est pas un dommage collatéral, c'est pas conçu comme ça. C'est un bénéfice qui est tiré. Un bénéfice? Oui. Attendez, vous voulez dire que les salaires vont baisser, il y a une précarisation grâce à la réforme des retraites? Vous dites bien ça sûr, ce matin. parce que pour qui est faite cette réforme? Elle n'est pas faite pour les salariés, elle n'est pas faite pour les retraités, elle n'est pas faite pour les Français. Pour qui, elle est faite pour les marchés, pour les financiers.
Et donc pour les marchés, pour les financiers, le fait d'avoir moins 3% sur les salaires sur 10 ans, c'est évidemment un gain. Monsieur Ruffin, vous avez tenu, ça va vous étonner, le même discours ici même il y a quelques jours qu'Alain Minc. Il dit cette réforme, elle doit être faite pour les marchés financiers parce qu'on a un niveau de dette qui est abyssal et impossible à tenir. Donc quelque part, vous avez le même discours, ça doit vous étonner. Sauf qu'on ne dit pas que c'est la même chose. Mais je veux dire, il y a certainement une certaine force de franchise qui est chez Alain Minc, qui n'y a pas chez les ministres qui ont cours. Mais vous voyez, pourquoi, en revanche, pour les marchés financiers, mais les marchés financiers vont bien, les entreprises en vont bien. Vous avez la BCE la semaine dernière, elle s'est réunie en Finlande, elle a fait un petit séminaire en retrait. Et elle en arrivait à une conclusion. Ils avaient besoin d'une semaine pour mettre ça, c'est l'agence Reuters, donc vous savez, ils travaillent plutôt pour la finance. La BCE est confrontée à une froide réalité, les entreprises profitent de l'inflation. C'est-à-dire que on nous a dit, attention, il y a un risque d'avoir... Certaines entreprises, monsieur. Mais pas dans la somme. Les PME, TPE non, mais que vous connaissez. Alors je veux bien qu'on différencie les TPE et les firmes, mais d'accord. Mais c'est important pour les le taux de marge des entreprises, en général, a augmenté. C'est ce que vient constater la BCE. Il lui a fallu et vous vous en félicitez, c'est une bonne chose pour l'économie. Ce que je souhaiterais, c'est que là, aujourd'hui, ils bénéficient de l'inflation. Vous regardez dans l'industrie agroalimentaire, ils n'ont jamais eu des marges aussi élevées. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée? Ça donne 14% d'augmentation des prix dans les supermarchés. Donc non, à un moment, il doit y avoir de la régulation au milieu de ça. Et ça ne doit pas être toujours les salariés, les consommateurs qui payent toutes les notes qui passent. Parlons justement du contexte inflationniste. Le gouvernement a renoncé à son panier anti-inflation, laissant la main aux distributeurs. Est-ce que c'est de l'impuissance pour vous ou du pragmatisme? Parce qu'en fait, ce sont les distributeurs qui ont la main. Non, mais surtout parce que le panier inflation, c'était une copie de Michel-Édouard Leclerc. Donc autant laisser Michel-Édouard Leclerc faire le job. Hein. Donc ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il a existé à un moment, là on parle d'agriculture, d'agroalimentaire, il a existé de la régulation dans le secteur. C'était les quotas d'importation, c'était les quotas de production, c'était les coefficients multiplicateurs, c'était les prix planchers. Tout ça a été démantelé. Et alors, je ne l'ai pas amené là, mais j'ai le cours du blé qui bondit dans tous les sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que chez moi, quand on récolte du blé à Poulainville, qu'on va le livrer à la coopérative d'à côté, ça doit être fondé sur le prix à Chicago, sur la bourse de Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la dérégulation. Mais là, je veux dire, il y a de la même manière que ce que je constate sur le blé, on le constate en fait de la même manière sur le marché de l'électricité, où y compris quand on vend en interne de ce qui est produit en interne, on doit se baser sur le prix l'électricité et du gaz à l'international. Tout ça n'a pas de sens. Donc maintenant, il faut en finir avec cette folie-là. Vous décrivez un tableau noir, ou alors vous me direz réaliste, François Ruffin. Pourtant, le gouvernement affirme que tout ne va pas si mal dans notre pays. Par exemple, les ministres affichent un satisfecit sur la désindustrialisation dont ils auraient inversé la courbe. Nous ouvrons plus d'usines, ça doit vous parler, que nous n'en fermons, a affirmé Bruno Le Maire. Mais je pense que ça, c'est faux aussi. Mais voilà, c'est pas que je pense, c'est qu'il a été prouvé que c'était faux. Non. Trendéo, vous l'avez lu, je sais. Je vous sortirai un contre-rapport qui montre que malheureusement cette relocalisation aujourd'hui n'a pas de réalité. Elle n'a pas de réalité. Moi je pense qu'aujourd'hui on ne sortira pas. Vous savez, c'est mon grand truc, parce que moi dans Picardie j'ai tout vu partir et c'était mon combat fondateur. On ne se sortira pas de cette désindustrialisation massive si on ne revient pas à la régulation. La régulation, c'est aussi des barrières douanières, c'est des taxes aux frontières, c'est des quotas d'importation, c'est ce genre de choses-là. Et il ne faut pas se dire, il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Donc on ne va pas le faire de la même manière pour ma veste, pour cette chaise, ou pour les pâtes, ou pour ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, le médicament. Je pense que s'il y a un endroit par où on doit recommencer à reconstruire notre industrie, d'abord, c'est par le médicament. Comment ça se fait qu'on soit possiblement, vous voyez, je suis enrhumé, j'ai dû prendre un antibiotique, ça s'appelle l'amoxicilline, c'est la course à l'amoxicilline en ce moment. Mais même pour de l'aspirine, on n'est plus en situation d'indépendance. Donc la réindustrialisation qui concerne aussi les médicaments, annoncée par le gouvernement, pour vous c'est du bluff? Pour l'instant c'est du bluff. Pour l'instant, il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous regardez tout. Pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Je dis malheureusement. Et là, à mon avis, il y aurait un rôle, il y a une nécessité. Il y a même des médicaments comme la josacine qui vont cesser d'être produits. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte pas assez. Donc à un moment, il faut faire passer si on considère que ce sont des produits prioritaires. En fait, il y a toute une question, j'en discutais la semaine dernière avec, y compris Christiane Lambert, la responsable de la FNSEA au Salon de l'Agriculture. Toute la question centrale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui appartient au marché, qu'est-ce qui n'appartient pas au marché. Quand c'est dans le marché, dans quelle mesure il est régulé, dans quelle mesure il est dérégulé. Comment ? Enfin voilà. Et vous n'êtes pas la main invisible. Hein. Mais non, c'est pas la main invisible du marché. Et tout ça réclame des règles. Il doit y avoir un marché sur le terrain des matières agricoles, un marché
sur l'énergie, mais tous ces marchés doivent être encadrés, régulés, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui. François Ruffin, et depuis tout à l'heure, depuis le début de notre entretien, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de respect. Et justement, respecter l'institution, s'est indignée hier sur les réseaux sociaux la présidente de l'Assemblée nationale, au député de votre groupe, la France Insoumise, Louis Boyard, qui a lancé un blocus challenge aux étudiants et lycéens, les appelant à publier leurs photos de blocage pour en tirer une au sort et inviter son auteur à visiter l'Assemblée nationale. Alors depuis tout à l'heure, nous parlons de sujets importants, sérieux, et là on est à quel degré de la politique? Ouais, écoutez, moi finalement je participe au même challenge, vous savez. Moi j'invite tous les départements à se mettre en émulation pour savoir si la Somme fera mieux que l'Aisne ou pas mieux. Je pense que dans les syndicats, on peut être en émulation les uns avec les autres pour qu'il y ait sa base militante qui se lève, que entre les raffineurs et les cheminots, eh ben, il peut y avoir aussi une émulation qui soit en cours. Vous n'êtes pas un TikToker de la politique. Non, je n'ai pas l'âge de Louis Boyard, c'est ça que vous voulez signaler. C'est une question d'âge seulement. Donc, je sais pas. En revanche, moi, la récompense que je souhaite, c'est pas une visite de l'Assemblée nationale. La récompense que je souhaite, c'est que demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre de 2018 est entré dans notre histoire. Le mois de décembre 95 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui? Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui vont pas l'écrire. Est-ce que ça va être un moment où finalement le peuple se réapproprie son destin commun et échappe à la main du souverain? C'est la grève ou la révolution? Non, c'est la grève. C'est la grève, vous savez, c'est la grève et c'est un moment de joie et c'est un moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et il ne s'agit pas de penser que c'est une page révolutionnaire qui s'ouvre là, mais se demander, voilà, que c'est nous qui comptons dans notre pays. C'est nous qui faisons le pays. Eh bien, on va voir comment le livre va s'écrire. Merci François Ruffin. Merci à vous d'avoir relevé le Mabrouk Challenge sur Europe 1. Merci à vous. Dans un instant, votre club de la presse Europe 1, Charlotte Dornelas, Géraldine Vos.